L'équipe de recherche pour ce projet était constituée de nombreuses personnes. Donc à l'IRSST, nous étions deux, Chantal Gauvin et moi-même. À l'UQAM, Denis Marchand a encadré plusieurs étudiants, donc Guillaume Montpetit et Antoine Archambault, dont c'était le projet de maîtrise, et puis Marianne Landry-Duval et Marion Poirier, qui ont participé à la collecte des données et aux essais avec les participants. Et puis, l'idée de départ du projet, puis la méthodologie a été conçue avec Jean Artaud, qui a été chercheur à l'IRSST pendant plusieurs années avant de devenir professeur à l'ETS, et puis également par Yves Beauchamp, qui avait également travaillé en protection contre les chutes de hauteur sur quelques projets avec Jean Artaud. Alors, la problématique de santé-sécurité du travail qui nous occupe aujourd'hui, c'est celle des chutes de hauteur. Si on prend les statistiques les plus récentes de la CNESST, pour l'année 2022, les chutes de manière générale, donc chutes de hauteur, chutes de même niveau, ça représente 15 décès au travail. C'est 22% des décès au travail cette année-là et la deuxième cause de décès après les accidents de la route. Si on parle plus spécifiquement des chutes de hauteur, ça se retrouve toutes les années dans les 10 causes les plus répandues de lésions professionnelles. C'est en moyenne 5000 lésions par an qui sont liées à des chutes de hauteur et un arrêt de travail moyen de 142 jours. C'est la deuxième cause d'accident en termes de coût, avec environ 400 millions de dollars par année. Et le coût moyen par accident est assez élevé, c'est de l'ordre de 81 000 dollars pour chacune de ces lésions, soit le double de la moyenne pour les autres accidents, pour les autres accidents professionnels. Les harnais de sécurité, il y en a beaucoup qui sont disponibles sur le marché au Canada et il y a différents types de harnais qui sont disponibles pour les travailleurs. Donc tout à gauche, on voit un harnais en H, on parle de H pour la forme que prennent les sangles sur le buste du travailleur. Et ici, on peut voir que ce modèle-là est aussi équipé d'anneaux en D qui sont situés sur le côté de la ceinture et qui vont servir à faire du positionnement. Au centre, on a un harnais en X, toujours relativement à la position des sangles. Et puis lui, on peut voir qu'il est équipé d'un anneau sternal qui va servir notamment pour se protéger contre les chutes de hauteur lorsqu'on monte à une échelle qui va être, par exemple, dans une éolienne, donc une échelle droite très haute pour protéger le travailleur en cas de chute. Et finalement, à droite, on a le harnais en Y. Et lui, on peut voir qu'il est équipé de nombreux anneaux. Donc un anneau sternal, un anneau ventral qui va servir pour faire du travail à l'appui sur corde, et puis des anneaux qui sont situés sur le côté de la ceinture pour faire du positionnement. Comme je le mentionnais rapidement tantôt, on a pu voir qu'il y a souvent des accidents où le harnais n'est pas porté alors qu'il est disponible. Donc, dans les rapports d'accidents publiés par la CNESST sur la période 98-2020, il y avait 32 rapports d'accidents, dont 21 où le harnais n'était pas porté. Ça a mené à 6 décès et dans la plupart des cas, le harnais était disponible. Les travailleurs se plaignent souvent que les harnais de sécurité sont trop chauds, ils sont trop lourds, ils vont gêner leur tâche de travail. Donc les questions sous-jacentes, c'est est-ce qu'on pourrait avoir certains types de harnais qui sont plus confortables que d'autres, parmi les 3 types qu'on a vus précédemment, et est-ce qu'on pourrait développer des harnais qui sont de manière générale plus confortables. Les harnais vont servir à arrêter la chute, mais après un arrêt de chute, il y a un autre enjeu, c'est la suspension. En fait, lorsque le travailleur se retrouve en suspension soutenu par son anneau dorsal, il y a un risque de traumatisme de suspension. Donc dans cette position-là, on va avoir les sangles de cuisse qui vont appuyer sur les artères fémorales. Ça va diminuer l'afflux sanguin au cerveau et ça pourrait mener à une perte de connaissance, voire à un décès, si la personne reste trop longtemps dans cette position-là. Donc la question c'est est-ce que certains types de harnais sont moins dangereux pour la suspension ou permettent de résister plus longtemps à une suspension sans avoir de traumatisme de suspension. Et les fabricants mettent en marché ce qu'ils appellent des trauma straps, on peut appeler ça des sangles de suspension en français. Et on voit 2 types ici, donc une sangle unique sur laquelle on pose les 2 pieds ou alors des étriers dans lesquels on enfile chaque pied indépendamment. Mais j'ai pour l'instant jamais vu d'études qui parlaient de l'efficacité de ce type de système en suspension. Donc on n'avait pas d'idée très précise sur comment ça fonctionnait au niveau des paramètres physiologiques, est-ce que c'était vraiment efficace ou pas. Donc c'était une question qu'on voulait étudier également. Dans les objectifs du projet, on avait 2 grands objectifs. Donc le premier, c'était d'évaluer le confort pour différents types de harnais. Donc pour des mouvements contrôlés, on va essayer de faire des choses qui sont représentatives de tâches de travail. Et en suspension prolongée, pour étudier notamment l'évolution des paramètres physiologiques lors de la suspension. Deuxième objectif, identifier les caractéristiques qui permettent d'optimiser le confort.
à la fois pour la suspension et pour les mouvements. L'idée étant de rendre ces caractéristiques disponibles sous forme de liste et peut-être permettre à des manufacturiers de s'inspirer de ça pour développer de nouveaux modèles de harnais. Alors si on commence à rentrer dans nos essais de laboratoire avec des harnais commerciaux, donc on a fait une première séquence en laboratoire où on avait des participants qui enfilaient un harnais. Le harnais avait un ajustement qui était normalisé. Donc au niveau de la sangle de cuisse, on devait être capable de rentrer la main ouverte mais pas de la sortir point fermé. L'anneau dorsal devait se retrouver entre les omoplates. Et puis la sangle d'épaule, on ne devait pas être capable de la retirer de l'épaule, donc pour s'assurer que le corps reste dans le harnais. Donc les participants ont réalisé des mouvements contrôlés qui étaient représentatifs de mouvements qu'on a pu observer sur des chantiers de construction. Et ils faisaient également une séquence de suspension. On avait 60 participants pour cette première phase de laboratoire, donc 30 hommes, 30 femmes, répartis équitablement dans les 3 groupes de somatotypes. Donc on avait un tiers des participants qui étaient des ectomorphes, donc des personnes relativement grandes et assez minces, un autre tiers qui était des mésomorphes, donc la personne moyenne, et un autre tiers qui était des endomorphes, donc des personnes avec un petit peu plus de masse grasse. Pour les harnais qui ont été utilisés dans cette première phase de laboratoire, donc 4 harnais commerciaux. Ici, le premier harnais qu'on a utilisé, c'est un harnais en X. Ensuite, on avait un harnais de type H. Donc ça, c'est les harnais qu'on rencontre le plus fréquemment sur les chantiers de construction. C'est les harnais qui sont généralement les moins chers aussi. Ensuite, on avait un harnais en Y, donc un modèle plus haut de gamme qui est surtout utilisé par des arboriculteurs. Et finalement, un autre harnais en H. Et la différence entre le harnais B, le gris, et le harnais D, qui est jaune, c'est en fait la sangle sous-pelvienne. Donc la sangle sous-pelvienne, on peut voir sur le harnais B il y a une petite sangle qui va se mettre sous les fesses et qui va séparer en fait les 2 sangles de cuisse, alors que dans le cas du harnais D, les 2 sangles de cuisse sont cousues au centre de la sous-pelvienne. Donc la question c'était, est-ce que ce type de construction est plus favorable pour le confort ou est-ce qu'au contraire ça va générer des contraintes pour certains mouvements asymétriques. Donc on verra ça dans les résultats tantôt. Pour les paramètres qui ont été mesurés, donc dans le cas des mouvements contrôlés, on mesurait via des échelles psychophysiques l'inconfort qui était perçu par les participants. Ensuite, on avait des tapis de pression qu'on venait glisser entre le harnais et les participants pour mesurer la pression moyenne, pression maximale et la surface sur laquelle on avait une pression. Et finalement, on avait de l'électromyographie pour mesurer la sollicitation musculaire lorsqu'on réalisait les mouvements et comparer ça avec le cas où on ne portait pas de harnais. Dans le cas de la suspension, on a repris l'évaluation de l'inconfort via des échelles psychophysiques, les tapis de pression et 4 paramètres physiologiques, donc l'oxygénation cérébrale, l'oxygénation musculaire, le rythme cardiaque et la pression sanguine. Pour ce qui est des mouvements, on avait différents mouvements qui ont été réalisés par les participants, donc se pencher en avant. Vous voyez qu'on positionnait une petite planche, on la voit en blanc ici pour s'assurer que lorsqu'on passe d'un harnais à l'autre, on a la même amplitude de mouvement pour le participant en question. Ensuite, on avait des rotations du buste, inclinaison sur le côté, élévation des bras, et puis également des mouvements de chevalier, avec les 2 cas symétriques à chaque fois. Donc les mouvements étaient réalisés dans un premier temps sans les tapis de pression pour demander aux participants quel est le niveau d'inconfort ressenti. Et puis dans un deuxième temps, on refaisait les mêmes mouvements, mais là juste en prenant les mesures avec les tapis de pression. L'idée étant de ne pas venir perturber les perceptions des participants par l'ajout des tapis de pression. Alors pour illustrer un peu mieux ces mouvements, je vais vous les montrer avec un harnais enfilé. Donc le premier mouvement que je vais vous montrer, c'était la rotation du buste. Donc on demandait aux participants de tendre les bras en avant, puis de faire une rotation côté gauche et côté droit, et on mesurait l'angle de 45 degrés via un potentiomètre qui était situé au-dessus du participant. Donc ça donnait quelque chose comme ceci. Puis ici, vous pouvez voir qu'au niveau des sangles d'épaule, du côté opposé à la rotation, on commence à avoir des tensions qui apparaissent. Même chose de l'autre côté, bien entendu. Ensuite, on demandait aux participants de réaliser des inclinaisons du buste sur le côté.
Donc on mesurait un angle de 30 degrés entre la verticale et l'inclinaison au niveau de la nuque, et on prenait des repères au niveau des doigts. Donc ça donnait quelque chose comme ceci un petit peu. Puis là aussi on peut voir que du côté opposé où je m'incline, on a les sangles qui sont en tension. Même chose de l'autre côté. Et finalement, on avait les mouvements de chevalier. On appelait ça chevalier à cause de la position que vous allez voir. Donc on venait poser un genou au sol et l'autre à 90 degrés avec des mouvements de rotation du buste. Donc ça donne quelque chose un peu comme ceci. Puis on venait mesurer 45 degrés de part et d'autre. Et même chose avec le mouvement symétrique. Donc on inverse les genoux comme ceci. Et donc pour chacun de ces mouvements, on demandait aux participants d'évaluer l'inconfort pour 4 régions, donc au niveau de chacune des épaules et au niveau des sangles de cuisse également. Puis ensuite, on a pu comparer ça aux données mesurées par les tapis de pression. Donc je vais retourner au lutrin. Donc si on regarde les résultats que ça nous a donné, donc ici dans ce tableau, vous avez les différents mouvements dont on a parlé. Le seul que je n'ai pas reproduit, c'était l'élévation des bras. Et vous avez pour les 4 harnais qui ont été testés, les scores d'appréciation psychophysique qui ont été rapportés par les participants. Donc si vous voulez les détails avec les valeurs numériques et puis si les valeurs sont statistiquement significatives ou pas, je vous renvoie au rapport. On va rester sur quelque chose d'un peu plus qualitatif pour cette présentation. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour le harnais C, le mouvement d'élévation des bras génère un inconfort élevé au niveau des épaules. Les participants se sont plaints de ceci. Pour le mouvement penché en avant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Pour les mouvements d'inclinaison sur le côté gauche et sur le côté droit, donc on peut remarquer que les 2 harnais en H ont un niveau d'inconfort relativement élevé du côté droit lorsqu'on penche sur la gauche et inversement du côté gauche lorsqu'on se penche sur la droite, et ceci aussi bien au niveau des épaules que des sangles de cuisse. Pour les mouvements de rotation du buste, même chose, on va avoir des inconforts qui sont notés par les participants au niveau des épaules et de la région pelvienne du côté opposé à la rotation, et même chose pour les mouvements de chevalier. Et c'est vraiment les 2 harnais en H qui ont le moins bien performé pour ces mouvements dissymétriques. Donc si on résume un petit peu les résultats qui sont présentés dans ce tableau, le harnais en Y, c'est le pire pour le mouvement d'élévation des bras, mais c'est pas mal le meilleur pour tous les autres mouvements. Le harnais en X, c'est un intermédiaire entre le harnais en Y et les harnais en H. Et puis les harnais en H, donc le même type de harnais que ce que j'ai utilisé pour vous montrer les mouvements, c'est ce qui va restreindre le plus la liberté de mouvement lorsqu'on fait des mouvements dissymétriques, donc rotation du buste, inclinaison sur le côté ou une combinaison des deux. Pour la partie suspension, donc on avait une séquence de suspension qui était la même pour chacun des 4 harnais qui était réalisée par chaque participant. Donc on commençait par une période de mesure des constantes physiologiques au repos pendant 5 minutes. Ensuite on avait une phase de transition d'environ 1 minute où le sujet se mettait donc debout sur la chaise et puis ensuite il s'installait en suspension dans le harnais comme on peut le voir sur les photos au centre. Là on démarrait pour une suspension de 10 minutes. Et on demandait aux participants de noter son inconfort pour 5 zones, donc les épaules, la poitrine et les cuisses, à chaque 2 minutes. On mesurait la pression artérielle à chaque 2 minutes aussi, et les autres paramètres physiologiques, donc fréquence cardiaque et oxygénation musculaire et cérébrale, étaient mesurés en continu. À la fin des 10 minutes de suspension, on avait une autre période de transition d'1 minute, et le participant se remettait au repos pendant 5 minutes pour s'assurer que ces paramètres physiologiques revenaient aux valeurs normales. Donc là, on avait la suspension de 10 minutes sans les tapis de pression, comme vous pouvez voir. Et plus tard dans la journée, on refaisait une suspension avec juste les tapis de pression pour comparer ça au score d'inconfort qui était rapporté par les participants. Je ne rentrerai pas dans les détails de tous ces résultats-là, vous pourrez aller voir le rapport, mais retenez qu'il y a en fait une bonne concordance entre ce que nous rapportent les participants au niveau de l'inconfort et ce qu'on a pu mesurer avec nos tapis de pression. Donc voici les résultats en termes d'inconfort notés par les participants. Donc en haut, vous avez les 2 épaules, gauche-droite, au centre, la poitrine, et en bas, les résultats pour les cuisses. Donc pour les 4 harnais. Et on peut remarquer que là encore, nos harnais en H, les harnais les plus courants et les moins chers, sont ceux qui génèrent le plus d'inconfort au niveau des sangles de cuisse, suivi par le harnais en X. Et finalement, le harnais en Y, c'est celui qui est perçu comme le plus tolérable en suspension, à la fois au niveau des sangles de cuisse, mais également au niveau des épaules.
Donc on retient le harnais en Y, selon les participants c'est le meilleur, en X ce serait l'intermédiaire, et en H c'est les pires. Les résultats qui sont présentés ici, c'est les valeurs moyennes pour les 10 minutes de suspension. Donc on a eu 5 résultats qu'on a agrégés. Et en fait, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que le niveau d'inconfort rapporté par les participants augmente au fur et à mesure du temps dans la suspension. Pour toutes les zones, que ce soit les épaules, la poitrine ou les cuisses. Pour ce qui est des paramètres physiologiques, au niveau de l'oxygénation des avant-bras, c'est les deux harnais en H qui sont les moins bons. On a une baisse beaucoup plus marquée du niveau d'oxygène à l'avant-bras. Et c'est quelque chose de similaire qu'on a pu remarquer pour le harnais avec les sangles de cuisse qui sont cousues au centre de la soupe pelvienne. Et par contre, là, on peut voir que le harnais en X performe moins bien que dans le test précédent lorsqu'on passe à l'oxygénation au niveau du mollet. Pour l'oxygénation cérébrale, c'est le harnais en X qui se détache. Et en fait, ce qu'on a pu remarquer lors des essais de suspension, c'est que les sangles de ce harnais ont tendance à venir appuyer au niveau de la carotide des participants. Donc ça réduit l'afflux sanguin vers le cerveau. Donc il y a un phénomène un peu de strangulation, ça se supporte, mais on note quand même une diminution plus forte au niveau de l'oxygénation cérébrale. Donc c'est un point à surveiller avec ce type de harnais. Finalement, pour la fréquence cardiaque, les deux pires sont le harnais en H, celui avec les sangles de cuisse cousues au centre de la soupe pelvienne. Ensuite, le harnais en X. Le harnais en H avec une soupe pelvienne d'à peu près 6 pouces de long, il est meilleur. Et finalement, le meilleur de tous, ça reste le harnais en Y. Et puis, la fréquence cardiaque, comme pour l'inconfort, ça augmente au fur et à mesure de la suspension. Donc, c'est quelque chose à regarder aussi. Plus le temps de suspension va être long, plus le risque de traumatisme de suspension augmente. Donc si on résume tous les résultats dont on vient de parler pour la suspension, là encore on a une échelle qui va du vert au rouge, le vert étant le meilleur. On peut voir assez clairement que c'est le harnais en Y qui s'en sort le mieux pour les essais de suspension. Donc sur la base de ces résultats d'essais, on a travaillé avec un partenaire industriel pour développer des prototypes et essayer de mettre en application des choses qu'on a pu observer pour aller vers des harnais qui soient meilleurs pour les mouvements et la suspension sans coûter trop cher. Donc on a développé deux prototypes différents. Donc voici le premier. Alors, de face, ça ressemble à un harnais en H, mais la grosse différence va se situer au niveau du dos. En fait, au niveau du dos, on va avoir une forme en Y inversée. Et l'idée derrière cette conception, c'est d'essayer d'améliorer la mobilité pour les mouvements dissymétriques, donc tout ce qui est rotation du buste, inclinaison sur le côté. Autre détail qui est moins visible, le point de connexion des sangles qui passent sur le buste va se retrouver en fait un petit peu sur le devant de la cuisse. Et ça, c'est une idée qui nous a été amenée par notre partenaire industriel et qui serait censée améliorer le confort en suspension. On verra si c'est le cas ou pas. Donc ça, c'est notre premier prototype. Et on a voulu conserver la conception en H pour les sangles qui sont sur le buste, parce que c'est ce type de sangle auquel les gens sont habitués. Ça a notamment des avantages pour enfiler le harnais, et ça a aussi un autre avantage qui est une fabrication qui revient un petit peu moins cher. Deuxième prototype, assez similaire. La différence avec le prototype 1, c'est en fait l'ajout de 2 anneaux sur le buste. Et l'idée, ça va être en fait d'essayer d'augmenter la mobilité pour les mouvements où on va s'incliner sur le côté. On verra si ça fait une différence de ce point de vue ou pas, et aussi on verra si ça a potentiellement généré d'autres défauts. Donc si on résume, les critères qu'on a considérés pour concevoir le prototype 1, donc pas de ceinture, ça peut être potentiellement gênant à la longue et ça peut générer aussi des blessures lors de l'arrêt de chute, ou alors il faut une conception de type ceinture flottante, mais ça coûte assez cher. Configuration de sangle pour favoriser la mobilité du buste en rotation et en inclinaison. Oui, avec l'arrangement des sangles dans le dos, pour la face avant, ça reste quelque chose qui ressemble à un harnais en H, donc c'est peut-être pas optimal, mais il y avait d'autres raisons pour ce choix-là. Pas de sangle sous pelvienne, ça devrait améliorer un petit peu aussi. Et puis une configuration de sangle qui ne restreint pas l'élévation des bras. On a vu que le harnais en Y est généré un inconfort important. Pour ce mouvement-là, on va voir si ça fonctionne, ce qu'on a choisi ici ou pas. Pour la partie suspension, pas de sangle sous-pelvienne, configuration de sangle qui évite d'appuyer sur le cou, c'était le cas du harnais en X, et puis donc une configuration qui est un petit peu différente du harnais en H, on va voir si ça a fonctionné. Le prototype 2, c'est très similaire, comme on l'a vu, avec l'ajout des 2 anneaux, on espère que ça va augmenter la mobilité, mais c'est à peu près la seule différence entre les deux prototypes.
Deuxième phase de laboratoire, on a comparé des harnais commerciaux à nos deux prototypes. Donc en fait, on a gardé le harnais gris, le harnais en H de base, et le harnais en Y, qui était le meilleur. Et on a comparé ça à nos deux prototypes, donc ça c'est pour les mouvements contrôlés. Dans le cas de la suspension longue, on avait ces 4 items, et on a rajouté le harnais B avec l'utilisation de trauma strap, 2 étriers, comme on peut voir sur la photo à gauche. Et finalement, pour les suspensions courtes, on a rajouté une partie où on comparait les deux types de trauma strap, donc sangle unique et 2 étriers, pour les 4 harnais qu'on a retenus ici, donc un harnais en H, un Y et nos 2 prototypes. Dans cette deuxième phase de laboratoire, un petit peu moins de participants que sur la première. On avait 36 participants en tout, 18 hommes, 18 femmes, répartis équitablement à chaque fois dans les 3 groupes de somatotypes. Donc voici ce qu'on a obtenu pour les mouvements. Globalement, le harnais en H commercial, c'est le pire dans nos essais, et le harnais en Y était le meilleur. Nos prototypes, en fait, vont se retrouver à mi-chemin entre les deux, donc meilleur que le modèle en H qui avait été utilisé ici, et quand même un peu moins bon pour les mouvements que le harnais en Y. Si on compare un petit peu les résultats pour nos deux prototypes, ben on peut voir que les colonnes tout à droite, pour le prototype avec les anneaux, ben on a un niveau d'inconfort qui est quand même un petit peu plus bas que dans le cas où on n'a pas ces anneaux. Donc ça améliore la mobilité pour les mouvements d'inclinaison sur la gauche et également pour les mouvements de chevalier. Donc l'ajout de ces anneaux sur le prototype va permettre de favoriser un petit peu la mobilité pour ces mouvements d'inclinaison et de chevalier. Dans le cas de la suspension, là encore, le harnais commercial en H est le pire dans nos essais et le harnais en Y est le meilleur. Les prototypes vont être un petit peu des intermédiaires entre ces deux cas de figure. Là, par contre, on peut voir que le prototype 1, celui qui n'a pas les anneaux, est bien meilleur que le prototype 2 dans le cas de la suspension. Donc le gain qu'on avait pour les mouvements, ben, c'est quelque chose qui est plutôt un défaut dans le cas de la suspension. Et la colonne tout à droite, on peut voir que c'est le harnais B avec les trauma straps. Ben ça c'est très intéressant parce que même pour un harnais de base, l'utilisation des trauma straps, ben, ça va permettre de réduire beaucoup l'inconfort qui est perçu par nos participants. Ça réduit aussi la pression qu'on avait mesurée avec les tapis de pression et ça favorise l'oxygénation musculaire. Donc en fait, ça devrait normalement favoriser un temps de suspension plus long le temps que les secours arrivent. Finalement, si on compare l'utilisation de deux types de trauma strap, donc 2 étriers ou sangle unique, on a fait juste une suspension d'une trentaine de secondes à chaque fois et on va comparer les mesures qui ont été prises par les tapis de pression. Donc ici, on a pour les lignes du haut le cas où on n'a pas de trauma strap et pour les lignes du bas le cas où on a trauma strap avec une sangle unique, donc on pose les 2 pieds sur cette même sangle. Si on compare les pressions mesurées au niveau de la région pelvienne, ben on peut voir qu'on a une très nette diminution de la pression avec l'utilisation des trauma straps. Et les prototypes vont permettre aussi de mieux fonctionner avec les trauma straps que les harnais commerciaux, notamment à cause du point de jonction dont j'avais parlé, où on fait la connexion entre les sangles d'épaule et les sangles de cuisse. Puis il n'y a pas vraiment de différence de ce point de vue, par contre, entre le prototype 1 et 2, c'est-à-dire celui avec anneau et celui sans anneau. Si on compare maintenant trauma strap une sangle ou 2 sangles, ben on peut voir que le fait d'avoir 2 étriers, donc on met un pied dans chacun des étriers, c'est quelque chose qui est mieux que d'avoir une sangle unique. Là encore, les prototypes fonctionnent mieux que les harnais commerciaux lorsqu'on ajoute les trauma straps. Il n'y a pas vraiment de différence très marquée entre ces prototypes. Donc si on va aux conclusions de l'étude, avec quelques limites et puis des perspectives de recherche, j'en ai pas parlé en détail dans la présentation, mais il y a très peu de différences qu'on a pu noter entre nos participants hommes et femmes ou entre les somatotypes. Les harnais en H, on retient que globalement, ce sont les moins bons. Les harnais en X sont bien pour les mouvements, mais il y a ce phénomène un petit peu de strangulation en suspension qui est gênant. Et puis les harnais en Y restent globalement les meilleurs. On n'a pas évalué spécifiquement l'inconfort de la ceinture, puis on a vu qu'il y avait un enjeu pour le mouvement d'élévation des bras. Pour ce qui est de nos prototypes, ben, c'est un intermédiaire entre les harnais en H et les harnais en Y. Donc, c'est pas tout à fait aussi bon que les harnais en Y, mais ça coûte quand même beaucoup moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, le harnais en Y qu'on a ici, c'est à peu près 650 $. Les prototypes, ils ne sont pas mis en marché par notre partenaire industriel, mais ils estimaient pouvoir les vendre
pour un prix du marché à peu près autour de 200 $. Et les harnais en H traditionnels, on est plutôt en bas de 100 $ généralement, ça va être 80, 70 $, quelque chose comme ça. Donc, plus cher que des harnais traditionnels, mais quand même beaucoup moins cher que le harnais en Y qu'on voit ici. Le prototype 2, celui avec les anneaux, meilleur que le prototype 1 pour les mouvements d'inclinaison et de chevalier. Mais par contre, en suspension, l'ajout des anneaux, ça avait un défaut. Ça venait générer un inconfort supplémentaire. Et c'était particulièrement le cas pour les hommes. C'est un des rares cas où on a vu une différence entre nos participants hommes et femmes. Finalement, pour les trauma straps, ça reste une très bonne idée d'utiliser les trauma straps, donc c'est quelque chose qui est optionnel. La plupart du temps, c'est pas vendu avec les harnais, mais on peut les acheter puis les installer sur tous les types de harnais. Donc c'est une bonne idée à la fois pour le confort qui est perçu par les participants et aussi au niveau de leur impact sur les paramètres physiologiques. Ça va améliorer l'oxygénation et puis ça permet d'avoir une fréquence cardiaque qui reste un peu plus contrôlée. Si on a le choix entre deux modèles, deux étriers, ça semble être un petit peu plus performant qu'une sangle unique, mais par contre, il y a un défaut qu'on n'a pas étudié spécifiquement. Ça semble plus difficile à enfiler deux étriers lorsqu'on est en suspension que d'utiliser une sangle unique. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être un paramètre à considérer. Et puis globalement, nos prototypes fonctionnent un peu mieux avec les trauma straps que les harnais commerciaux. Dans les limites de l'étude, on avait un nombre limité de harnais qui a été testé. Il y a à peu près 1500 harnais qui sont certifiés et disponibles au Canada. On ne pouvait pas tout tester, donc on a pris des grands types. Ce qu'on n'a pas testé non plus, c'est la facilité d'utilisation et d'enfilage des harnais. Le nombre de participants a été limité. Chaque journée de test, on passait un participant avec les 4 harnais pour les suspensions, etc. Donc c'est quand même assez demandant. La suspension qu'on a testée, c'était une suspension dorsale, donc typiquement après un arrêt de chute. Mais on aurait pu faire d'autres tests de suspension, donc avec l'anneau sternal par exemple, pour le cas où une personne chuterait lorsqu'il utilise une échelle. Dans le cas des trauma straps, on a fait des tests en suspension longue uniquement pour le harnais B. Ça aurait été intéressant de le faire pour les autres types de harnais aussi. Et puis, comme vous avez pu voir, c'était des essais de laboratoire. À l'origine de l'étude, on avait envisagé de faire des essais avec des travailleurs au centre de formation des métiers de l'acier, mais ça a été rendu compliqué avec la pandémie, donc on s'est limité aux tests de laboratoire. Pour ce qui est des perspectives de recherche, là on avait les participants qui étaient des étudiants de l'UQAM et qui ont fait du laboratoire, donc ce serait intéressant de poursuivre cette étude avec des activités de travail réelles, et puis si on en a la possibilité, d'évaluer le confort thermique à la fois pour des conditions estivales ou alors pour des conversions hivernales et donc estimer la compatibilité avec des équipements d'hiver. Dans le cas des trauma straps, il faudrait comparer les effets d'une suspension longue entre une sangle ou deux étriers et puis également évaluer la facilité d'utilisation, donc la capacité à enfiler ces trauma straps lorsqu'on est en suspension dorsale. Et finalement, pour le prototype, on pourrait probablement le développer encore plus et éventuellement tester de nouveaux concepts. Donc ça fait le tour pour ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention